Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Je m'hydrate? Avec de l'eau? Mais t'es pas malade? Tu veux flinguer les centrales nucléaires et créer un petit Tchernobyl rien que pour ton petit confort personnel? Tiens, mais prends ta Red Bull habituelle, espèce de tueur de planète! De quoi? C'est la canicule, la sécheresse, ça te parle? Les centrales nucléaires sont pas du tout adaptées, j'ai vu ça sur Twitter. Oh putain, oui, c'est vrai. Mais à quoi je pensais, moi? Bah rien, c'est bien pour ça que je suis là. Et puis pense à dire merci aux gens. Mais bien entendu, merci infiniment à tous ceux qui sont équipés à la boutique Le Point Genius auprès de notre nouveau fournisseur alsacien. Et merci à tous les tipeurs également, hein, et un immense merci tout particulier à Valentin, t'es juste un ouf. Mais oui, c'est vraiment grâce à vos dons, grâce à votre participation, à tous ces petits achats-là qui nous permet en fait de vous proposer une vidéo par semaine toute l'année, qu'on peut vraiment se consacrer pleinement à ça, y compris là à produire des vidéos comme ça sans sponsor, parce que bah, c'est vous, nos sponsors. C'est vous qui nous permettez cette liberté et qu'on puisse bosser à fond les sujets sans la moindre contrainte. Donc vraiment merci pour votre soutien, merci d'être toujours là, et merci pour la précédente vidéo sur la clim, qui est juste le meilleur démarrage historique de la chaîne depuis plus de 8 ans, hein, voilà. 100 000 vues en 36 heures, et pour le coup, merci à YouTube de l'avoir mise en avant aussi, hein, parce que on râle quand il boycotte, mais il faut aussi dire quand ça marche. Est-ce que oui, c'est comme ça, il y a deux trucs qui fonctionnent, c'est vos partages, vraiment, et les recos de YouTube. C'est vraiment ça qui fait vivre une vidéo ou pas. Je vous prépare une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu de ce que j'ai compris de l'algo. Voilà, ça arrivera à la rentrée, je pense. On vous explique ça très vite, et nous, pas de sponsor, on passe directement à la vidéo qui vous intéresse. Régulièrement, dans l'actualité, pop quelques messages alarmistes qui veulent vous faire peur en vous expliquant que le nucléaire n'est pas compatible avec le dérèglement climatique à cause de l'assèchement des fleuves. En effet, une centrale a besoin de flotte pour fonctionner. De beaucoup de flotte. Donc, qui dit sécheresse, dérèglement climatique et assèchement des fleuves, dit problème de fonctionnement. Et donc, c'est pas con du tout de penser ça au premier abord. On va donc voir tout ça. Donc déjà, petit rappel de base, qu'est-ce que c'est le parc électrique? Oui, pour comprendre une problématique, il faut déjà comprendre à peu près comment ça fonctionne. Donc, d'un côté, on a les ménages, nous, les entreprises, les collectivités et tout un tas de trucs connectés au réseau électrique. Et en France, on se pose pas trop la question. On appuie sur un bouton et ça marche. C'est pas comme le train ou le cinéma par exemple, où il faut réserver à l'avance pour avoir une place de libre, un créneau pour pouvoir l'utiliser. De l'autre côté, on a différents modes de production électrique, comme les barrages, les centrales à charbon ou à gaz, bref, toutes les centrales à combustion, quelle que soit la technologie, qui sont sur le même principe global de fonctionnement que les centrales nucléaires, on va y revenir, gueulez pas tout de suite, et l'éolien et le solaire. Et parmi ces différents modes de production, il y en a qu'on appelle intermittents, et d'autres pilotables. Les intermittents fonctionnent, par intermittence, pas tout le temps. Ça fonctionne s'il y a du vent ou du soleil, par exemple. On ne contrôle pas. Les pilotables, eux, fonctionnent quand on les pilote, quand on en a besoin. Et comme chez nous, ça doit fonctionner dès qu'on demande, on se pose pas la question, on produit en fonction de la demande. C'est pas l'inverse. C'est pas l'usage qui s'adapte à la production. C'est la production qui s'adapte à l'usage. Donc pour tout ce qui est pilotable, c'est facile. S'il y a de la demande, on appuie sur le bouton et on produit de l'électricité. S'il n'y a pas de demande, on éteint. Alors que pour les intermittents, c'est l'usager qui doit s'adapter à la prod. Et s'il y a beaucoup de demandes mais peu de prod, tout le monde ne va pas pouvoir être alimenté. Pour le moment, faudrait parler de stockage, mais c'est pas le sujet ici. Et donc tout le truc de certains est d'expliquer que les centrales nucléaires ne sont pas dans le pilotable, qu'on ne peut pas produire de l'électricité quand on veut, mais qu'elles sont intermittentes parce que dépendantes des conditions météo pour produire ou non de l'électricité. Comme on l'a très bien vu ce lundi 30 juin, en même temps qu'on mettait à l'arrêt la centrale de Golfech sur la Garonne. Je suis émerveillé par tant d'intermittence. Non, vraiment, c'est un pur mensonge. Ou de la bêtise, à vous de choisir ce qui est le plus grave entre l'escroquerie ou l'incompétence. Bien, puisque c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, comment ça fonctionne une centrale nucléaire? On va pas faire tous les différents types, c'est pas le but, mais en gros, une centrale c'est une grosse cocotte minute. On ne produit pas d'électricité, mais on fait chauffer de l'eau. Enfin si, à terme on produit de l'électricité, mais c'est pas avec le nucléaire directement. On peut le faire avec du charbon, du gaz, d'où le principe de fonctionnement similaire. Sauf qu'ici c'est la puissance nucléaire qui permet de chauffer l'eau. On a du combustible nucléaire, des gros noyaux d'uranium qu'on va fissionner, casser en deux. Et le résultat final est moins lourd que l'atome d'origine. Et comme l'a dit Weber, E égale mc². Donc cette masse perdue fois la vitesse de la lumière au carré est transformée en énergie. Et c'est cette énergie qui va faire chauffer l'eau. Une fois chauffée, elle va se transformer en vapeur, et c'est la force mécanique, la pression de la vapeur, qui va faire tourner une turbine couplée à un alternateur qui va enfin produire de l'électricité. Une fois son office rempli, on refroidit cette vapeur pour la condenser et qu'elle reparte vers le réacteur.
Cette eau-là ne sort pas, elle reste dans le circuit, comme le water cooling de mon ordinateur. D'ailleurs, petit aparté, je voulais vous faire une vidéo entière dessus, mais bon, ça va suffire ici, ou au pire j'en ferai une autre. Mais comme c'est parallèle au sujet, si je vous dis que pour réaliser cette vidéo, mon ordinateur a consommé environ 2500 litres. Vous allez trouver ça complètement con. Et pourtant, pas plus que les IA qui consommeraient de l'eau. Oui, le water cooling pour refroidir mon PC consomme environ 70 litres par heure. Et vous voulez encore d'autres chiffres totalement débiles? Rien que le temps de mater cette vidéo, vous aurez consommé 100 litres de sang. Ou 500 litres si vous êtes en train de taper la montée du Ventoux en même temps. Mais faites pas ça, hein. Enfin, attendez d'être arrivé, profitez de la vue, tapez 2-3 photos souvenirs et ensuite matez cette vidéo. Santé avant tout. Et vous avez bien compris que vous n'avez pas réellement consommé 500 litres de sang. Vous voyez le niveau de connerie de ce genre de raccourci. Les data centers sont en circuit fermé. Ils ne bouffent pas de flotte. De l'électricité en masse, oui, mais pas de la flotte. De la même manière que vous ne pompez pas 5 litres de sang dans la nature pour les jeter après, ou que mon PC utilise toujours les mêmes quelques centilitres de liquide, même si sa consommation est de 70 litres par heure. J'ai même vu des vidéos, des trucs de télévision public national qui vous expliquait que c'était comme tirer une chasse d'eau. Pour chaque image générée, on utilise entre 2 et 5 litres d'eau. C'est comme tirer la chasse d'eau pour un pipi. Non, pas un peu, pas de loin, juste non. Certains serveurs sont immergés dans l'eau de mer, mais pareil, ça va pas consommer de l'eau. Vraiment, ce délire des serveurs qui vont assécher la planète, c'est vraiment n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'il faut faire nimp et que ça bouffe pas de ressources, notamment donc de l'électricité, mais non, ça n'assèche pas les rivières et les océans. Je sais pas, les mecs dans leur tête, ils imaginent que les serveurs sont refroidis comme ça? Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur ce niveau d'incompétence, d'être à ce point-là capable de pas bosser ces sujets. Donc non, les circuits fermés. Ensuite, dans une centrale nucléaire, cette eau va repartir vers le circuit primaire et recommencer son cycle. Problème, il faut bien refroidir cette eau-là. Sinon, ça marche pas. Il faut que la pression soit plus forte d'un côté que de l'autre pour qu'il y ait une action mécanique. Et donc, pour refroidir une centrale, on va le faire avec de l'eau, tout bêtement. Eau puisée directement dans les rivières ou dans la mer. Rivière ou fleuve, et mer ou océan, commencez pas à jouer les bourrins. Alors là, on a deux solutions. Le circuit ouvert et le circuit, fermé. C'était facile. Le circuit ouvert, on prend de l'eau, elle fait son taf, et on la rebalance dans la totalité là où on l'a prise. Enfin, un peu plus loin. On prélève 100 litres, on rend 100 litres. Ces centrales en circuit ouvert sont situées en bord de mer ou de rivière, et n'ont pas de tours aérofrigérantes, les fameuses. Les centrales de Fukushima, par exemple, ou de Flamanville n'ont pas ces tours. Celles en circuit fermé sont situées en bord de rivière. On prélève de l'eau, elle passe dans un circuit pour refroidir le merdier, puis est envoyée vers les tours, dont une partie va s'évaporer, environ 30%, et 70 vont être restitués aux rivières. C'est cette évaporation qui va dissiper l'énergie calorifique. On en a parlé la semaine dernière dans la vidéo sur la clim. Et donc le problème, c'est que si les rivières sont à sec, justement à cause du réchauffement climatique, il y aura plus d'eau pour refroidir les centrales. Ce qui va empêcher de les faire tourner, les faire exploser et déchirer le tissu même du continuum espace-temps, engendrant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Mais avant de parler de sécheresse, il est surtout question de température de l'eau rejetée. Oui, pour refroidir une centrale, il faut bien qu'elle capte une partie de la chaleur. L'eau ressort donc plus chaude qu'à la base. Et c'est pas pour une question de sûreté nucléaire, c'est pas pour des raisons techniques qu'on ferme les centrales, mais uniquement pour des raisons écologiques, pour ne pas rejeter d'eau trop chaude. On va y revenir. Sur les 56 réacteurs français, 18 se situent au bord de la mer. Ce sont les réacteurs en cycle ouvert, sans tour. Jusque-là, on est bon. On se doute bien que la mer va pas se mettre à sécher. Personne n'est assez stupide pour dire que la sécheresse concerne aussi les mers et les océans. Mais nous avons aussi des situations de sécheresse dans les océans et dans les mers, ce qui est extrêmement dramatique. Restent donc 38 réacteurs potentiellement concernés en France par cette sécheresse, implantés sur le Rhône, la Loire, la Seine, la Garonne, etc. On a 8 réacteurs en cycle ouvert, sans les tours, et 30 en cycle fermé, avec des tours. Et alors, si je vous parle des différentes technologies, c'est que le niveau de prélèvement d'eau d'une technologie à l'autre n'est pas du tout, mais alors pas du tout le même. En circuit ouvert, le débit est assez impressionnant. Entre 90 et 240 mètres cubes par seconde, selon le nombre de réacteurs par centrale. Ça, c'est pour une centrale entière, pas juste pour un réacteur. Ce qui fait entre 5 à 17 millions de mètres cubes d'eau chaque jour. Le circuit fermé, lui, va demander beaucoup moins d'eau. Même s'il ne rejette pas tout ce qu'il a prélevé dans les rivières, on est aux alentours de 2 à 4 mètres cubes par seconde. C'est un ordre de 25. Bien, maintenant que c'est dit, la question est surtout de savoir à quelle température va être rejetée l'eau. C'est sûr que si vous prélevez de l'eau à 20 degrés, avec les petites poiscailles tranquilles en train de vivre leur meilleure vie, mais qu'on va leur rejeter de l'eau à 40, ils vont beaucoup moins kiffer.
Donc depuis 2008, EDF documente très précisément l'évolution des écosystèmes aquatiques à proximité des centrales. Il s'adapte en fonction des normes fixées par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire notamment, et va ensuite privilégier une technologie plutôt qu'une autre. Les circuits fermés avec tour permettant de limiter l'élévation de la température à quelques dixièmes de degrés, forcément puisqu'une partie s'échappe dans l'atmosphère. Les modalités de prélèvement et de rejet d'eau sont extrêmement surveillées selon des arrêts datant de 2003. Et les décisions de l'ASN qui montrent bien que personne ne fait n'importe quoi et que tout est encadré. Le problème n'est absolument pas ignoré. L'ASN rappelle dans sa note du 6 août 2024 que depuis 2006, les limites de l'échauffement des eaux sont imposées pour garantir un impact minimum sur la biodiversité. Ce sont vraiment des considérations purement écologiques, pas du tout des problèmes techniques liés au fonctionnement de la centrale. Il n'y a aucun risque de sûreté nucléaire avec l'élévation des températures de l'eau. Non. C'est uniquement les poiscailles qui sont concernés. En cas de canicule ou de débit faible, EDF doit réduire la production ou arrêter les réacteurs si les limites risquent d'être dépassées, la limite écologique toujours. Si la demande en électricité reste malgré tout importante et que rien d'autre ne peut répondre à la demande, il faut alors demander une dérogation spéciale. Personne ne peut prendre la décision sans l'aval de l'ASN, du préfet et d'une manière générale, EDF a revu les conditions de fonctionnement des centrales pour prendre en compte la chaleur, de l'air, de l'eau, depuis la conception jusqu'à l'exploitation. Donc tout le monde est parfaitement au courant qu'il y a un problème réel et tout est mis en place pour comprendre les enjeux, limiter le problème et avoir le moins d'impact possible sur l'environnement malgré le changement des conditions d'exploitation. Le 20 juin dernier, EDF a annoncé la limitation d'exploitation de la centrale de Bugey. Alors, c'est logique, le débit du Rhône à cet endroit est encore assez léger, et surtout, comme on peut le voir sur la carte, la centrale comprend 4 réacteurs, dont 2 en cycle fermé et 2 en cycle ouvert. Naturellement, EDF va fermer les réacteurs en cycle ouvert pour privilégier le cycle fermé qui va avoir un impact moindre sur la température de l'eau. La centrale est en capacité de produire assez, même avec seulement 2 réacteurs. Parce que oui, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Comme on l'a vu, les centrales nucléaires ne fonctionnent que si on en a besoin, en fonction de la demande, et la demande varie beaucoup. Ce qui est totalement en accord avec les politiques de décroissance prônées par certains. Voilà, donc tout le monde est content. La centrale de Golfech a également été mise en arrêt le 30 juin, non pas par sécurité nucléaire, mais pour un point de vue écologique, pour ne pas faire monter la température de la Garonne. Et parce que y a les 4 réacteurs de Blayais à quelques kilomètres qui, eux, ne sont pas affectés. Les pertes moyennes annuelles dues à des contraintes de débit ou de température estivale des fleuves sont au final de 0,3% de la production nucléaire. 0,3%. Alors, attention, bien entendu, c'est une moyenne sur l'année, et il faudrait être sacrément malhonnête pour prendre cette valeur seule. L'été, si on a 10 réacteurs arrêtés pour maintenance, plus 10 concernés par un problème de température de l'eau, on passe à un delta de 20% pouvant être impactant sur la consommation. Mais tous ces cas sont étudiés par RTE, on a des tendances, et on fait pas ça au sbeul total. Sauf que, comme on l'a dit, la production électrique nucléaire s'adapte à la demande, et donc varie tout le temps, dans la journée, dans la semaine, dans l'année. Dans la journée, la demande est plus importante le matin et le soir, et moins dans la journée. Ça peut varier de plus ou moins 20% au cours d'une journée. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description qui vous permettent de voir la production en temps réel ou les données passées. Le week-end, les entreprises demandent moins de ressources, et dans l'année, la demande est bien entendu plus forte l'hiver que l'été. Plus de chauffage, plus de lumière, et la clim qui consomme 4 fois moins que le chauffage l'hiver, on l'a vu la semaine précédente, encore une fois. L'été, la demande est environ 40% inférieure à celle de l'hiver. Non. Mais si dans l'ensemble la production nucléaire varie bien, elle reste parfaitement vaillante et au final ne varie globalement que très peu, on peut le voir sur les graphiques. Les énergies renouvelables, elles, peuvent varier de 0 à 100% en quelques heures. L'été, la production des centrales est bien moins importante que l'hiver. On peut donc faire tourner plus lentement sur certaines centrales qui posent problème et laisser la priorité aux autres. On en profite d'ailleurs pour stopper certains réacteurs pour maintenance, mais sans rapport avec la météo. C'est juste qu'on en profite parce que la demande est moindre, justement. Tous ces cas sont bien entendu prévus, on n'est pas dans un film de Roland Emmerich où une rivière peut s'arrêter de couler en 15 minutes, privant la centrale de tout son refroidissement. Non. La baisse de production ne correspond qu'à une fraction de %, mais reste totalement disponible et s'adapte parfaitement à la demande. Donc personne d'honnête ou de suffisamment bien informé n'oserait affirmer que le nucléaire n'est pas pilotable sur cette seule base de variation de quelques pourcents. Dire que le nucléaire est intermittent est purement et simplement un mensonge. Bon, mais du coup, les fleuves baissent bien en été. C'est bien beau les discours, mais dans les faits. Bon, dans les faits, non, on ne traverse pas les fleuves à pied sec l'été. Mais la baisse de débit est réelle. Le débit max du Rhône au niveau de Lyon est de l'ordre de 750 m3, 600 pour la Seine au niveau de Pose, ou environ 300 pour la Loire au niveau de Nevers. Et leur débit baisse en été de 35% pour le Rhône, et jusqu'à 80% pour la Loire.
Alors, c'est plus des fourchettes là, hein, c'est des râteaux de moissonneuse-batteuse, tellement les données sont variables sur des cours d'eau aussi immenses, et le débit du Rhône ne sera bien évidemment pas le même à Bugey qu'à Tricastin. Ce sont des ordres de grandeur pour bien comprendre que oui, le débit varie drastiquement l'été. Cependant, le débit moyen de ces fleuves reste bien supérieur aux besoins des centrales qui s'adaptent de toute façon. Au niveau de Bugey, le niveau étant plus bas, donc, on va baisser la production. Mais le dérèglement climatique et la sécheresse ne sont pas suffisants pour provoquer un arrêt en masse des différents réacteurs. A noter aussi que les réacteurs en bord de mer ne sont pas du tout concernés par les restrictions. Mais ok, partons du principe qu'effectivement les centrales nucléaires sont bien affectées par le changement climatique et le réchauffement des eaux. C'est bon, hein, personne ne le conteste, c'est étudié très précisément et toute la filière s'adapte. Mais chez la concurrence, comment ça se passe? La filière nucléaire, elle, passe de 29-30 TWh de production mensuelle l'hiver à une moyenne abyssale de 28 en juillet-août. Grand écart quoi, Jean-Claude Van Damme de la production. Les barrages hydroélectriques, eux aussi, fonctionnent avec de l'eau, donc ils sont autant affectés par le réchauffement climatique. L'impact l'été peut aller jusqu'à 40% de baisse de productivité là. A noter que même ça, ça le rend toujours pas intermittent. Hein. Le solaire, c'est naturellement en été qui produit le plus. Journée plus longue, meilleure météo, on atteint les 3,1 TWh produits en France en juillet 2024. Par contre, comme pour l'hydro, l'éolien s'effondre aussi en été avec moins de vent. On passe de 3,5 à 5 TWh par mois dans l'année à moins de 2 TWh de production éolien l'été. Et comme charbon et gaz, ça fonctionne un petit peu comme une centrale nucléaire, il faut que ce soit refroidi. De toute façon, on oublie, le but c'est justement de s'en débarrasser pour avoir quelque chose de plus propre. Ouais. Donc on s'en fout, on les vire de l'équation. Donc au final, seul le solaire pourrait compenser. Mais de toute façon, l'impact du réchauffement climatique et la baisse des cours d'eau sur le nucléaire reste totalement anecdotique par rapport à la baisse de la demande. Donc non, dire que l'électricité nucléaire est intermittente, c'est à peu près aussi honnête que de dire que 12 par sec est une boîte de raviolis. Tu peux donner la définition des mots que tu veux, mais à un moment donné, les mots ont un sens. Expliquer ce genre de truc, ça s'appelle juste mentir en fait. Ce n'est pas une énergie intermittente, elle est totalement pilotable. C'est juste qu'effectivement, comme pour absolument tout, aucune solution n'est parfaite. Il y a forcément des contraintes, des inconvénients, mais ça la rend pas moins pilotable. Le nucléaire continue, même en été, à répondre à la demande en temps réel, malgré l'arrêt de quelques réacteurs. Dès les années 90, avec la publication du tout premier rapport du GIEC, EDF a créé un service dédié au climat. La R&D s'y est intéressée dès cette époque, avec un suivi météorologique et hydrologique de la ressource eau, dans le cadre du refroidissement nucléaire. Mais c'est vraiment suite à la canicule de 2003 qu'on va prendre la vraie mesure des enjeux du réchauffement climatique. Dès 2004, EDF lance un plan aléa climatique complété en 2010 par une stratégie d'adaptation au changement climatique et met en œuvre un plan canicule-sécheresse pour améliorer la surveillance des températures des cours d'eau et l'exploitation des centrales en fonction du climat. Depuis au moins une vingtaine d'années, EDF ajuste donc la production nucléaire dès juin, vigilance de la température et débit de l'eau. On voit très bien cette année que les températures peuvent être très élevées dès le mois de juin, avec des premières dérogations exceptionnelles en 2022 lors des canicules. Et 2021 justement, c'est la première trace vérifiable et notable où Jean-Luc Mélenchon s'exprime sur le sujet. C'est criminel que de donner des autorisations pour que l'on rejette à l'eau la part d'eau que l'on aura consommée pour refroidir la centrale. Et il affirme au passage également que les rejets contribuent au réchauffement de la Méditerranée, données que personne ne constate et sorties de son fiac. Donc non, contrairement à ce qu'affirme cet internaute dans son message cumulant plus d'1 million de vues, les pro-nucléaires ne se moquaient pas, mais travaillaient déjà sur le sujet depuis plus de 30 ans, avant que le leader de la France Insoumise ne commence à s'exprimer sur le sujet. Mais attention, encore une fois, on a le droit de ne pas savoir. Une fois de plus, les discours alarmistes sur le nucléaire ne sont que de la propagande de menteurs et ne résistent pas longtemps à l'analyse de la réalité. Après, vraiment, j'insiste, c'est pas grave de pas savoir. Moi, quelqu'un qui me dit ça, a priori, j'ai pas de raison de contester ça. Mais quand on analyse ça face à la réalité, on se rend compte que les dates ne correspondent pas, que toute la filière nucléaire est bien mobilisée sur le sujet. Merci infiniment à Tristan Camin, le maître Jedi de la sûreté nucléaire, d'avoir relu mon script. Merci également à Obiyan, qui lui n'a absolument rien foutu sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner quand même. Et donc, je le dis et je le répète, non, le nucléaire n'est pas la solution à nos problèmes. Mais non, ce n'est pas non plus le problème. La réalité nous prouve tous les jours que ce choix est le moins mauvais pour la planète. On émet 30 grammes de CO2 par kilowattheure produit, c'est moins que l'ensemble de la planète. Et on vient de voir qu'en plus, il s'adapte parfaitement au changement climatique et, jusqu'à preuve du contraire, la meilleure arme pour le limiter. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, évitez de me demander est-ce que je pense que si, quelle est ma position. Encore une fois, moi je suis juste là pour vous expliquer les données réelles, les données scientifiques, pas pour donner mon avis. Mais pensez à vous hydrater, restez au frais et n'oubliez pas que le génie est partout.